Bonjour à toutes et à tous, dans quelques instants votre nouvel épisode de Séquence avec aujourd'hui Solène Bouton, ex-comédienne devenue conseillère de programme pour TF1. Elle vient nous livrer les dernières tendances de la fiction au sein de la première chaîne d'Europe. Alors si vous voulez connaître les projets et les genres recherchés, cet épisode est fait pour vous. Mais avant cela, un message important pour vous toutes et tous qui nous écoutez depuis le début il y a 2 ans ou que vous nous ayez rejoints depuis quelques semaines. Salut Maxence. Salut David. Eh bien, c'est toi qui vas venir nous parler de ce changement, puisqu'après 2 bonnes années de bons et loyaux services, tu quittes le podcast en cette fin de saison 2. Exactement, effectivement, ça sera mon dernier épisode, en présence, de David, pour, Séquence, qui fut une très belle aventure qui m'a beaucoup appris. Mais aujourd'hui, énormément manque de temps puisque, Séquence, mine de rien, c'est quand même beaucoup de travail entre le montage, le travail du son, les vignettes, ce genre de choses-là et l'investissement de l'accueil des invités pour pouvoir vous donner de supers épisodes. Je n'ai plus la capacité aujourd'hui de pouvoir le faire. J'ai d'autres opportunités qui sont venues vers moi et du coup, c'était important pour moi de mettre Séquence de côté, cette fois-ci. Mais je sais que le podcast reste entre bonnes mains avec, David qui pourra en faire quelque chose de génial. Bah oui, parce que précisons, enfin nos auditeurs et les auditrices le savaient, mais tu fais beaucoup de musique à côté, en plus d'être scénariste et aujourd'hui, tu as une augmentation aussi de, voilà, de collaborations qui font que le son est très omniprésent dans ta vie quand même. Exactement, c'est-à-dire que je change de cap, mais c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Ouais, la musique a toujours été importante, mais là, dernièrement, il y a eu des projets, des opportunités qui sont devenus un peu plus importants et il est temps de mettre l'accent là-dessus. Alors, la question que tout le monde se pose, attends, je vais faire un peu, BFM TV ou tu sais, ou CNews. La question que tout le monde se pose: «Est-ce que vous êtes fâché, monsieur Maxence Pirard et monsieur David Fressineau?» Pas du Du tout, tout. pas du tout! Non, 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 pas très du tout. Ouais, oui, ouais. en étant diplomate, il y a aucun problème entre nous 2 et c'était vraiment justement, une décision de commun accord quand j'en ai parlé à David en disant que c'était difficile pour moi, de pouvoir continuer le podcast et tout continue. David et moi, on travaille toujours ensemble, il y a aucun souci à ce niveau-là. Et dans quelques semaines, en plus, nous serons, presque voisins puisque, quoi, 3-4 kilomètres nous sépareront donc, vous voyez, Exactement. nous sommes en très bons termes. La petite question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on bosse toujours ensemble? Alors, depuis le début, Maxence et moi, on a des collaborations ensemble, on a des collaborations séparées et puis on a quelques projets qui sont dans les tuyaux, là, avec des prods. Donc ça, on vous en parle pas trop parce qu'on a eu une petite déconvenue cette année sur un projet qui avançait très, très bien et qui s'est arrêté de manière Brusque? un petit peu brusque, un petit peu Ouais. directe, ça qui fait un petit peu du mal au moral, le temps de redémarrer. Donc voilà, donc on préfère avec le podcast, voilà, mettre l'avant sur, en tout cas mettre la lumière sur les gens qui avancent et nous, on prendra le temps, en tout cas, ça sera peut-être l'occasion que tu reviennes dans le podcast, quand on aura un truc qui sera vraiment, acté et voilà et on en a quelques-uns qui avancent donc, inch'Allah, comme on dit. Exactement, ça sera avec plaisir. Mmh et comme je disais, tu reviendras passer peut-être une petite tête de temps en temps. De toute façon, tu es le bienvenu, hein, c'est ta casa aussi maintenant, hein. Et tout à fait. Je te laisse un dernier petit mot pour les auditeurs et les auditrices? Ça fut un plaisir de pouvoir être là et de vous faire découvrir tous ces gens qu'on a pu recevoir, jusqu'à présent, dans ce podcast. Je vous souhaite à tous une belle continuation et je vous dis peut-être à très, très vite. Voilà, mais en tout cas pour moi, je te redis encore merci d'avoir passé ces 2 années à mes côtés. Puis aussi pour les montages audio parce que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps effectivement parce que tu étais sur la partie back office. Mais en tout cas, tout ça nous a permis de passer de très bons moments ensemble. Et concernant Séquence, alors maintenant je vais en dire un petit peu plus sur la suite. La saison 3 commence dans 15 jours, car oui, un été encore, il n'y aura pas de coupure dans la diffusion. Vous pourrez profiter d'épisodes inédits sur la plage, à la montagne, à la terrasse, avec un bon café. Alors globalement, ce qui va changer, c'est que je serai seul à l'animation, mais parfois avec des co-animateurs événementiels pour certains épisodes. Ça, je vous laisserai la petite surprise, vous le découvrirez. Le podcast va aussi se faire un petit relooking visuel, nouveau logo, nouvelle identité graphique. Ça avait déjà été le cas ensemble, Maxence, après la fin de la saison 1. Et ben, je remets le couvert pour la troisième parce que je Et suis parfait. je ne sais pas me calmer là-dessus. Côté technique, Séquence vient de migrer sur Acast, qui est notre nouvel hébergeur et d'un cri des stats qui ont été multipliés quand même par 2 dans la foulée. Donc Génial. l'algorithme a bien fonctionné, Acast étant plus efficace que notre, ancien hébergeur qui était Podcastic, pour ceux qui connaissent un petit peu voilà, ces hébergeurs de plateforme. Vous dire aussi qu'il y aura une version revue du générique de début et certains invités à venir vont vraiment vous surprendre.
puisque le podcast élargit aussi un peu ses horizons, éditoriaux parce que depuis notre lancement, d'autres podcasts sur le scénario ont émergé. Ils sont très, très bons, mais mon but premier, ça a toujours été d'être plus large et d'aller questionner l'inspiration, l'imaginaire, enfin, en tout cas, peu importe le support utilisé. Et donc voilà, donc on va élargir un petit peu le champ de conscience. Je vous avais parlé d'une série spéciale cet été, eh bien, elle tombe bien pour marquer ce nouveau passage en saison 3, puisque cet été, Séquence va vous permettre de booster votre potentiel, rien que ça. Donc Maxence, il va falloir que tu restes un fidèle Oh! auditeur. Voilà, je vais recevoir, 5 invités exceptionnels, chacun détenteur de clés qui vont vous permettre de vous améliorer et d'appréhender votre créativité et votre quotidien au mieux. En gros, Séquence va vous permettre d'améliorer vos skills personnels pour la rentrée. Je recevrai notamment Claire Dissot, la spécialiste française du pitch, pour connaître tout ce qu'il faut savoir afin de maîtriser cet art oral. Claire avec qui nous avons travaillé, Maxence, Tout à fait. qui nous avait accompagnés sur un gros passage, chez France Télévisions dans le cadre d'un gros appel d'offres. Je recevrai aussi Aurélien Pillot, qui est scénariste et expert en biophysique, qui va vous donner les clés de l'inspiration. Suivra Pauline Moreau, créatrice de Chit Chat, la newsletter sur l'écriture, qui viendra vous livrer les clés pour faire d'une idée banale un scénario génial. Autant vous dire que je suis preneur. Et c'est pas fini, Samuel Durand, consultant en stratégie, expert en gestion du temps de travail, viendra nous donner ses tips pour gérer au mieux nos temps de créativité et de productivité. Et nous finirons cette série de l'été avec Philippe Boulanger, l'un des experts mondiaux de l'IA. Comment aborder ces nouveaux outils? Serons-nous bientôt tous dégommés par des robots tueurs venus du futur? Il viendra nous livrer de sacrées révélations et nous parler d'outils étonnants. Comme ça, à la rentrée, dans un contexte morose, vous aurez tout ce qu'il faut pour entamer cette rentrée avec une meilleure vision des choses. Donc, séquence continue, séquence évolue, et séquence ne cessera jamais de vous surprendre. N'oubliez pas que pour permettre à cette aventure de perdurer, un don sur Tipeee ou Patreon est important, voire crucial, voire très très crucial. Et à compter de fin juin, nos soutiens sur ces deux plateformes recevront chaque épisode avec 7 jours d'avance. La vie est belle, n'est-ce pas? Allez, maintenant place à l'épisode du jour avec les petits audios de circonstance. Et encore merci à toi, Maxence, pour ce bout de chemin Merci à toi, ensemble. David. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir. Rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Toi, tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Séquence. Ça sera le dernier épisode de la saison traditionnelle, la saison 2. D'ailleurs, Maxence, tu es avec moi comme d'habitude. Exactement, bonjour à tous, salut David, comment ça va? Fidèle au poste, mon Laurent Baffy bienveillant. Ça fait longtemps que je t'avais pas dit cette connerie-là. Non, c'est vrai. Je veux vous dire qu'effectivement, à partir de début juillet, on va repartir sur nos séries d'été avec des épisodes spéciaux. On est en train de les imaginer avec Maxence, donc peut-être vous allez être surpris au fur et à mesure de votre été. Également, vous remercier encore de nous suivre de plus en plus nombreux. On est toujours dans le top 10% des podcasts les plus écoutés de France, donc c'est toujours un vrai plaisir en sachant qu'on est quand même ce qu'on pourrait appeler un podcast de niche.
Maintenant, ça commence à faire une grosse niche, je trouve. Vous rappelez également de ne pas oublier de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, que ça soit, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube. Pourquoi? Bah, parce que ça nous permet de remonter dans les algorithmes et quand quelqu'un se perd dans les méandres des podcasts cinéma et séries télé, il découvre le podcast, il devient accro, il ou elle devient accro et voilà et comme ça, vous avez le plaisir en plus de rattraper mais quoi, on est à l'épisode combien Maxence? 46 là 6, c'est ça, ouais. et c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va Et faire pour ouais. le 50 qui tombe pendant l'été? Oh là là, ma surprise, surprise, hein. Ah, tu sais quoi? On va faire venir un psychanalyste et puis, et puis on va voir si on est complètement taré ou pas. Ah ouais, il y a du boulot. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, on attaque dans le feu de l'action et je fais entrer notre invitée du jour, Solène Bouton. Salut Solène. Bonjour. Bonjour. Je le disais en préambule et en off, ton nom est revenu dans plusieurs, épisodes de nos podcasts avec des invités qui ont, je vais mettre un petit peu de cirage, mais qui ont vanté tes qualités, de conseillère de programmes, fiction et donc on Bah, a je eu très, très envie de t'accueillir et puis de pouvoir plonger avec toi et dans ton parcours et dans ta vision du métier, ton rôle de conseillère de programme et puis, plein d'autres questions annexes je suis extrêmement flattée, en tout cas et et extrêmement contente d'être là. Et pour nos auditeurs et nos auditrices, je précise aussi que, nous avions déjà reçu, 2 conseillers de programme sur, France Télévisions qui restent parmi nos meilleures audiences. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie curiosité, je pense et un vrai intérêt à, un petit peu à comprendre certains mécanismes, au niveau de voilà, des chaînes pour lesquelles tu travailles, ta méthodologie et cetera et cetera. Très bien. Maxence, c'est toujours à toi d'ouvrir Tout à la fait. première question. Ah, c'est ça. Donc, bonjour Solène, merci, d'avoir accepté notre invitation. Donc comme l'a dit David, tu es conseillère artistique fiction chez TF1, mais tu as eu plusieurs casquettes, comme celle de lectrice, d'actrice, de directrice littéraire ou productrice. Tu es aussi membre de la commission d'aide du développement au CSC. La première question que j'ai pour toi, on va commencer large. Comment ça a commencé pour toi et quelle a été l'envie de t'impliquer dans l'industrie? Alors je pense que là, vous présentez un peu les choses, en disant que j'ai 1000 métiers, mais je pense que tout ça est extrêmement cohérent, en fait. Moi, j'ai au départ un parcours extrêmement littéraire. J'ai fait des études de lettres, à la fac. Et puis il se trouve que, voilà, je faisais aussi du théâtre en parallèle, mais ce qui est un exercice aussi littéraire. Et que, j'ai été repérée, par un réalisateur qui s'appelle Thomas Gilou, ensuite par un autre réalisateur qui s'appelle Claude Chabrol. Donc j'ai commencé par faire du cinéma, et puis, voilà, en me rendant compte que en fait, ce qui me passionnait, c'était la série télé. Donc en même temps que cette vie d'actrice qui me laissait quand même pas mal de temps, j'ai fait toutes les formations de scénario, Robert McKee, Truby, voilà. J'ai été en parallèle aussi lectrice parce que ça m'intéressait de travailler concrètement, sur des scénars justement. Et puis au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas Marion Cotillard et donc j'ai décidé de reprendre mes études, voilà, à 30 ans. Aussi parce que je pense que j'avais envie de vraiment travailler à l'écriture, que c'était plus, ce vers quoi j'aurais dû aller au démarrage. Donc j'ai repris mes études et avec l'envie et la détermination. En tout cas, j'avais identifié un métier qui était le métier de directeur littéraire, c'est-à-dire celui qui va harmoniser, en tout cas, les épisodes d'une série, participer au pool d'auteurs aussi. Voilà. Et donc, j'ai été d'abord directrice littéraire. Je me suis occupée d'une série qui s'appelait Leibovitz contre Leibovitz sur France Télévisions. Et puis ensuite, voilà, je suis allée dans une autre boîte de prod en tant que directrice littéraire chez Making Prod pour m'occuper d'une série qui s'appelait In America sur OCS. Et puis voilà, c'est le parcours naturel aussi. Quand on est directeur littéraire, ensuite on est producteur. Donc après, j'ai monté le département télé chez Jericho. Voilà. Et puis, TF1 est venu me chercher à ce moment-là parce que voilà, il y a aussi un sens quand on a été producteur, à apporter son expertise en tant que conseiller de programme. Et je me suis dit, en fait, peut-être que ça réunit un peu à 360 tous les métiers que j'ai faits, ma vie de comédienne, ma vie de directrice littéraire, ma vie de productrice. Et ça a été le cas. Je savais pas trop ce que c'était qu'être conseiller de programme, mais en fait, j'ai adoré ce métier. Et voilà, ça fait 7 ans que je suis chez TF1 et je m'éclate toujours autant.
Moi, je suis toujours intéressé sur les projets qui sont un peu des projets déclencheurs et des projets, passerelles. Pour toi, c'est quel projet sur lequel tu as pu bosser peut-être en direction, littéraire ou chez TF1, où d'un coup tu as eu ce déclic-là en se disant: «C'est ça en fait, c'est vraiment là où je veux passer mon expertise»? Bah, je pense que le premier projet, c'est pour ça que je le citais, sur lequel j'ai été, voilà, vraiment, absorbée et j'ai compris réellement, ce qu'était ce métier-là et surtout quel était enfin, j'ai eu un rôle d'interface entre la chaîne, les auteurs, mais aussi toute la partie, bah, direction artistique, avec le réalisateur et voilà, c'est les Bolits contre les Bolits. Ça, parce que c'était ma première expérience, et donc j'ai un peu tout appris à cet endroit-là. Après, il y a eu un autre projet, sur lequel je me suis énormément investie, et sur lequel je me suis aussi vraiment éclatée, c'est Les Combattantes, produit par Quad Drama, Iris Bucher, en partenariat avec Netflix et TF1. Heu et ça a été une expérience, absolument extraordinaire parce que déjà, bah, un budget, pharaonique, cohabitation entre TF1 et Netflix, donc apprendre aussi à travailler, bah, avec les desiderata d'une plateforme et comment on fait pour bah, lier nos envies et nos audiences respectives, et puis, un projet ultra féminin et en même temps, voilà, un projet sur la guerre, un projet historique. Donc, voilà, avec un casting très impressionnant. Et puis, voilà, 8 épisodes, donc une très, très grosse machine. Voilà. Comment tu définirais le rôle que tu as en tant que conseillère, artistique fiction chez TF1? Sous-entendu, à quoi ressemble une journée type pour toi? Quel est le fonctionnement, que tu vas avoir chez TF1? Parce qu'on a reçu, comme le disait David en début d'épisode, déjà, 2 conseillers chez France Télé et je sais que d'une chaîne à une autre, c'est pas forcément toujours le fonctionnement. Comment toi, en fait, tu décrirais tout ça? La première chose, comme je vous l'ai dit en introduction, moi je m'éclate et je m'éclate pourquoi? Parce que en fait, je n'ai pas de journée type. Ce que j'adore chez TF1, c'est aussi la variété de la ligne éditoriale, qui fait que j'ai une multiplicité de projets. Je vous citais Les Combattantes, mais la même année, je me suis occupée d'une série qui s'appelait Syndrome E, qui était l'adaptation d'un polar de Franck Thiès, donc rien à voir avec Les Combattantes. En même temps, j'ai travaillé sur le premier film d'Alexandra Lamy qu'elle réalisait, Touché, donc une thématique plus sociétale. Je me suis occupée d'une série qui s'appelait Vision, qui était un polar avec une consonance fantastique. Donc voilà, en termes de genre, il y a une exploration extrêmement vaste et que, le maître mot chez TF1, ce qui peut être un peu différent chez France Télé, alors je sais pas, voilà, je suis pas dans les rouages, des lignes éditoriales des autres, des concurrents, mais voilà, chez nous, le maître mot, c'est le divertissement, l'entertainment, et c'est vraiment ce qui va nous guider, en tout cas dans le choix de nos projets. On a une réunion structurante par semaine qui est le comité de lecture où en fait on va statuer, bah, sur les projets qui nous sont envoyés. Moi, mon quotidien, c'est aussi d'être l'ambassadrice de la chaîne, donc de recevoir les producteurs, d'écouter leur pitch, de leur pitcher la ligne éditoriale et donc de leur donner envie aussi de nous envoyer leurs projets. Donc ça, c'est une partie que j'adore aussi, faire. Et puis voilà, une fois qu'ils nous envoient ces projets, il y a cette réunion dans laquelle on va statuer, oui, non. Alors il faut savoir que une grosse partie de notre métier, c'est aussi de dire non, ce qui est parfois, un peu douloureux. Mais on essaye de le faire avec, voilà, avec bienveillance en tout cas et en tout cas d'essayer d'expliquer. Et puis une fois que ces projets, bah, sont quand on a dit oui, parce que ça arrive aussi de dire oui, quand on dit oui, bah, en fait, la directrice de la fiction va attribuer à chacun des conseils de programme, le projet, en fonction aussi de ses goûts, de ses désirs, de ce qu'il a déjà en portefeuille. Il y a parfois des batailles sur certains projets. Et donc, après, l'objectif du conseil de programme, bah, c'est de, faire en sorte que le projet soit développé de la Bible, jusqu'à la diffusion, j'ai envie de dire. Donc c'est toutes les étapes, d'écriture, que ce soit les synopsis, les séquenciers, derrière les versions dialoguées, après la partie direction artistique, choix du réal, choix des comédiens, le casting, jusqu'au choix des décors.
Et puis après, voilà, la communication, le tournage, la communication, et puis tout ça avant la diffusion. Donc je peux pas dire autre chose que quand je vous disais c'est à 360, c'est vraiment à 360. Je travaille autant sur le développement que sur la post-prod, que sur le tournage. Et donc tous les projets que j'ai en portefeuille, en fait, sont à des stades différents. Donc ma journée, elle est jamais type puisque je peux travailler sur une étape, différente. Voilà. J'espère être claire, en tout cas, dans ce que Très je vous dis. clair. Très clair. Tu en as parlé brièvement, mais sur la ligne édito de TF1 aujourd'hui, comment elle se positionne et comment elle évolue depuis les derniers mois, dernières semaines? Comme je vous le disais, déjà le maître mot, c'est le divertissement. Je pense que, nous, on a une vraie volonté, de sublimer le réel, d'accepter, je pense, par rapport à France Télé qui va être plus dans un calque de la réalité. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'accepter un degré de fiction. Hem, voilà, parce qu'on a aussi cette grande messe du 20h et que l'idée, c'est pas de montrer, la même chose à 21h. Donc c'est vraiment de faire en sorte d'apporter de la joie ou en tout cas d'apporter une sublimation de la réalité, à notre public. On est aussi la chaîne de grands divertissements tels que Masked Singer, tels que The Voice, Dals, voilà. Donc il y a cette tradition chez nous et la fiction, se calque aussi un peu sur ça. Donc ça, c'est un peu la grande, la grande enveloppe, 1re de nos décisions. Après, je crois que c'est aussi vraiment cette volonté de variété, comme je le disais, donc de ne pas, multiplier des projets qui pourraient se ressembler, et d'avoir, du polar à boucler dans la lignée d'HPI, mais aussi de la mini-série 6x52 bouclée en 6e épisode, où il va avoir plus, je pense par exemple à Brocéliande, une dimension régionale, mais en même temps une dimension légende, et aussi des ingrédients de saga familiale. On peut avoir, voilà, une grande fiction historique type Les Combattants, type L'été 36 dont je me suis occupée, qui arrive bientôt. Un polar qui va être plus classique. Voilà, mais tout ça avec, la bannière de grand divertissement. Donc il faut qu'on trouve, les ingrédients à l'intérieur des projets qu'on va choisir, qui vont avoir cette dimension de spectacle, de spectaculaire. Ça, c'est vraiment, voilà, notre lecture, elle est conduite par cela. Ma première question, c'est un petit peu, en rapport avec la digitalisation, de TF1 puisque, il me semble qu'il y a eu un accord où le catalogue, de TF1+ va se retrouver sur Netflix, bientôt. Comment toi, ça bascule ton rôle de conseillère aujourd'hui, cette digitalisation? Bah, moi, pour l'instant, ça ne change pas réellement les choses, voilà, tout ce que je viens de vous dire, cette dimension spectacle. Il y a aussi une dimension qui est importante que j'ai oubliée qui est, nous, on travaille aussi avec la publicité. Donc, il y a une volonté, de travailler pour des cibles, et notamment, la cible ménagère, donc des projets La qui vont être la fameuse ménagère. fameuse FRDA. Existe-t-elle encore cette ménagère de moins de 50 ans? C'est une question intéressante. En tout cas, nous, c'est, voilà, le prisme par lequel on lit aussi les projets, avec cette volonté quand même d'aller toujours parler au public féminin. Mais maintenant, et j'ai envie de dire, c'est là où je vais répondre à la question sans faire de périphrase, c'est aussi, une nouveauté qui est vraiment d'aller parler au public jeune. C'est-à-dire que le mode de consommation, change tellement. Moi, j'ai un fils de 13 ans et je vois, qu'en fait, lui, il est plus, sur YouTube et sur les plateformes. Donc il y a cette volonté aussi, d'aller dans le sens de cette consommation et donc de pouvoir avoir des programmes, qui vont, pouvoir être consommés, à l'image de ça. Donc cette digitalisation, j'ai envie de dire, elle va être plus à cet endroit-là, c'est-à-dire de réfléchir à comment, les jeunes vont consommer, nos programmes et donc comment on fait, pour, les adapter, aussi en termes narratifs, à ces nouveaux modes de consommation. Et justement, on le voit, de plus en plus, là, il y a une tendance de fiction de 3 minutes très verticale. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir aussi avec, cette logique un peu enfin, en tout cas avec Maxence, nous on l'entend beaucoup quand on travaille, sur, nos projets avec des chaînes, c'est le côté, plateforme first aussi?
Ouais, alors c'est des questions évidemment qui se posent. Moi, j'ai une passion pour les vertical dramas et les micro-dramas parce que je trouve que c'est un mode justement de narration, à réinventer totalement. Il faut être hyper catchy et qui va dans le sens de tout ce que je vous racontais du divertissement, c'est-à-dire comment on fait pour catcher son audience, enfin, voilà, avec du gros cliff, et en même temps du soap. Nous, on a des quotidiennes, Plus belle la vie, Demain nous appartient et Ici tout commence, qui sont des formats plus courts que du 45 ou du 52 minutes. Donc déjà, quand même, cette habitude très soap et en même temps avec des gros cliffs. Alors c'est du format 26 minutes, mais il y a quand même, voilà, cette tradition, en tout cas, de rechercher du gros rebond, en tout cas, sur les lignes narratives, voilà. Concrètement, pour l'instant, on n'est pas, encore, en train de travailler concrètement sur des microdramas, mais je pense qu'on y viendra sans doute, rapidement et aussi dans cette tradition des quotidiennes. Quel est le baromètre sur le type de risque que TF1 peut faire et peut prendre en fait, quand on parle de genre? Donc tu nous disais TF1 n'avait pas forcément peur du genre puisqu'ils s'accordent quand même beaucoup de choses. Mais quel est le baromètre entre ce qui est trop dans le genre et du coup pas forcément diffusable et pas dans le divertissement et à l'inverse, qui justement est parfait pour la chaîne? C'est une question super intéressante. En fait, je pense que, le postulat de on part toujours d'un postulat de genre. Action, aventure, fantastique. On a vu, récemment Flashback. Mais en fait, ce qui prime et c'est là où est l'ADN de TF1, c'est l'enjeu humain. C'est-à-dire faire en sorte que ce postulat de genre de départ soit supplanté par cet enjeu humain. Un père qui retrouve sa fille, une famille qui va se réconcilier, voilà. L'ADN TF1, le divertissement, c'est aussi parler, au public et notre public, il est profondément familial. Donc il faut, pouvoir s'adresser à lui sur enfin, qu'il y ait une identification qui marche et cette identification, c'est, lui ressembler, donc lui parler de sentiments qu'il connaît. Donc j'ai envie de dire, le baromètre du genre, c'est pas, heu, peu importe. Ce qui doit supplanter, c'est l'enjeu humain qui va être développé derrière. On parle de TF1, mais il y a le groupe TF1. Est-ce que toi, tu œuvres aussi sur les autres, chaînes du groupe? Ou est-ce que tout est centralisé autour de TF1 et TFX et compagnie est plutôt pensé comme, un système de N rediffusion? Nous, pour nous, enfin, en tout cas, moi, dans mon rôle, c'est vraiment TF1, TF1. Moi, j'ai pas tellement d'accès et de vision, en tout cas, sur la programmation, de TF6. Enfin, c'est pas du tout, ouais, c'est pas du tout, notre endroit, en tout cas, notre terrain de jeu. Comment tu trouves la balance entre les auteurs et le diffuseur, de façon générale? Comment tu trouves le compromis pour accompagner un projet que tu sais qui serait bien sur la chaîne, pour convaincre peut-être le diffuseur, mais en même temps, trouver d'autres compromis avec les auteurs pour, vraiment, avoir ce sweet spot qui fait que le projet va aller loin? Moi, c'est la partie du travail que j'aime le plus. Peut-être, voilà, parce que je viens de là aussi, j'ai une dimension un peu artiste aussi. Ce travail avec les auteurs, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est, ce qui me meut et il me motive. J'adore une chose particulière dans mon métier, c'est la suggestion. C'est-à-dire d'avoir l'impression, de pouvoir, participer à ce processus créatif et de pouvoir leur insuffler des choses. Maintenant, moi, mon métier, c'est de leur transmettre, l'ADN de la chaîne. Comment on fait pour que ce projet qui pourrait être, écrit pour, Netflix, qui pourrait être écrit pour, France Télé, va être là, drivé dans le sens de TF1, de l'ADN de TF1. Moi, je crois à la vertu de la communication. C'est parfois là où c'est difficile parce que, heu, bah, on a une vision, en tant qu'artiste, on a quelque chose de très précis dans la tête et qui ne va pas forcément, se calquer à l'ADN de TF1 dont je vous parle. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de transmettre ça. Après, je crois aussi à une œuvre collaborative. Pourquoi j'ai eu envie de travailler en série? C'est parce que pour moi, c'est le groupe qui prime, c'est la choralité, c'est le et en fait, je trouve qu'il y a pas de
mais d'ailleurs je le vis pas du tout comme ça quotidiennement. Il y a pas de posture d'artiste des auteurs. Je crois qu'ils ont vraiment cette conscience de cette choralité, du travail de groupe. Et donc moi, j'ai absolument jamais aucune souffrance, en tout cas, à faire passer mes idées, à faire passer voilà ces besoins de la chaîne. On a aussi, quand on signe un projet, une grande messe de rentrée qui est ce qu'on appelle la réunion de lancement, où en fait on se met d'accord et on va essayer de parer à toutes les surprises possibles. Mais j'ai envie de dire, quand on signe avec TF1, bah, on sait où on va. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de réunir autour de l'écran le plus large public possible. Ce qui veut dire que bah, parfois, il y a des endroits où bah, ça va être un peu poil à gratter et on va faire en sorte de faire entendre au plus large public possible des sujets, des thématiques. Voilà, ce qui peut heurter parfois les auteurs, c'est ce traitement qui voilà fait le sel de TF1 aussi. Mmh. Je suis claire dans ce que je vous raconte là? Oui. Très bien. Tu en as parlé brièvement, mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui les cases fiction qui sont dédiées, à ça justement sur la chaîne et éventuellement les autres cases sur lesquelles vous posez des questions sur, d'autres horaires peut-être? Alors, bah, nous, historiquement, on a 2 cases, ça, c'est des questions que je pose en général à mes petits alternants, mes petits stagiaires. Est-ce que tu connais les 2 cases de TF1? Attends, Donc il y a je vais essayer de jouer. Du coup, c'est le Prime et l'Access. oui, alors c'est en prime, on a 2 cases, majeures qui sont le lundi et le jeudi. Historiquement, le lundi, c'est plus famille et le jeudi, c'est plus polar. Après, on a l'Access, avec nos quotidiennes, Plus belle la vie, Demain nous appartient et Ici tout commence. Pardon, c'est Ici tout commence et après Demain nous appartient. Mais je vais pas forcément parler des quotidiennes ici parce qu'en fait c'est des cases dédiées et c'est plus sur le prime où les questions vont se poser parce que voilà il y a eu des changements aussi à la concurrence et donc forcément on est obligé de s'adapter. Nous on s'empêche plus aujourd'hui de mettre du polar dans la case du lundi, alors que historiquement c'était vraiment la case famille avec des Clem, avec des Joséphine Ange Gardien. Bah aujourd'hui on va pouvoir aller voilà chercher. Je pense par exemple à Carpe Diem, qui était une série, qui est une série avec Samuel Le Bihan sur un avocat, mais qui va un peu fonctionner comme la police avec des enquêtes. En tout cas, il mène l'enquête aussi. Bah ça, c'est de la case du lundi, alors qu'historiquement, ça aurait pu être de la case du jeudi. Donc voilà, il y a toujours ces 2 grands piliers-là, que sont la case du lundi famille et la case du jeudi polar. Mais on a aussi voilà une souplesse par rapport à ce que c'était avant, en lien aussi avec ce que fait la concurrence. Voilà. Mais pour l'instant, pas de cases supplémentaires pour la fiction. Au premier rendez-vous avec l'auteur, quand tu reçois un projet, du producteur, qu'est-ce que tu vas attendre de cet auteur? Quelles sont les erreurs à pas faire? Quelle est l'importance du pitch? Comment toi tu te places par rapport à tout ça? Alors il y a un truc un peu biaisé dans ta question, puisqu'en fait, mon premier contact, c'est vraiment avec le producteur. C'est le producteur qui va me pitcher son projet. Donc c'est le travail qu'il a fait en amont avec l'auteur. Moi, je peux réagir sur ce pitch, lui dire: «Bah, justement, l'ADN de TF1, il se situe plus là, j'orienterais plutôt ton projet», voilà. Donc après, il va retourner travailler avec son auteur si besoin. Donc le premier contact, il se fait avec le producteur. Après, il y a cette grande réunion de démarrage, de lancement, où là, les auteurs sont présents et c'est vraiment là qu'on va formuler les choses et qu'on va dire, bah, là, c'est plus, voilà, on voudrait aller plus dans ce sens-là, voilà. Après, dans le développement des projets, souvent, la discussion, elle se fait aussi avec le producteur, plus qu'avec les auteurs. Après, on fait aussi des réunions intermédiaires à chaque étape, séquencier, version dialoguée, avec les auteurs.
et c'est important de leur parler en direct pour bien se faire entendre et bien se faire comprendre, que ce soit pas du téléphone arabe ou voilà. Mais souvent, c'est notre interlocuteur privilégié, en tant que conseiller de programme, c'est vraiment le producteur et c'est lui qui va faire l'interface avec les auteurs. Il y a un truc qui est assez important, moi, je trouve, dans l'évolution de ce métier. Quand je proposais mes premières bibles il y a 20 ans, parce que je ne suis pas du tout jeune, contrairement à ce qu'on croit, les bibles faisaient 30-40 pages, c'était très, très développé. Je vois avec Maxence, aujourd'hui, quand on travaille avec des producteurs, on arrive sur des bibles de ouais, 10-12 pages grand max. Et maintenant, on commence même à être pas mal sur du one page. Toi, c'est quoi la forme idéale? Je sais que tu peux pas forcément généraliser, mais la forme idéale d'un dossier, sa longueur, sa présentation, ce qui va un petit peu voilà, qui sera ni trop long ni pas assez. C'est quoi ta forme idéale de dossier de présentation? Alors moi, j'ai une paroisse très claire là-dessus, qui est que toutes les semaines, donc il y a le comité de lecture comme je vous le disais et on a en moyenne entre 3 à 5 projets à lire. On est 8 conseillers de programme, donc c'est vous dire combien de projets on reçoit par an. Heu, donc forcément, bah, il y a des semaines où c'est plus difficile de lire. Il y a des semaines où j'ai, une suractivité, dans les projets sur mon portefeuille. Voilà, d'autres semaines où c'est plus cool, mais il faut avoir tout ça en tête. Moi, ce qui me capte, c'est un projet qui va me surprendre. C'est pas le poids, c'est-à-dire 25, 40, voilà, c'est pas 12. Il faut qu'il y ait quelque chose qui aille dans le sens de ce divertissement, que je cherche pour TF1. Donc c'est soit, des trucs graphiques, soit, je sais pas, une forme, par exemple, il y a un truc que j'adorais dans la bible de Lost, qui s'appelle le Q&A. Si je sais pas, vous elle est trouvable cette bible et à la fin de la bible, il y a un Q&A où en fait ils répondent, les auteurs répondent à toutes les questions que pourrait se poser le diffuseur et tout ça avec beaucoup d'humour. Voilà, ça c'est un petit truc, quand j'étais productrice, j'ai essayé de le mettre en avant. Heu, Moi, ce qui me saoule, c'est, les tartines sur les personnages. Ils aiment la confiture, ils aiment la radio, ils aiment ça, en fait, j'ai besoin de ressentir le divertissement qu'on va me proposer. C'est un document de vente. C'est donc un document marketing. Ce ne doit pas être un truc trop littéraire, justement. Il faut que ce soit, ben, comme une bande-annonce, en fait. Donc, peu importe, 12, 15, 20, 25, 40 pages. Moi, je veux être chopée, surprise. Je crois que ce sont les maîtres mots, pour l'établissement de ces documents de vente. Pour reparler un petit peu de ton passé de lectrice, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retiens majoritairement et qu'est-ce que ça t'a apporté, dans ton travail de tous les jours? Parce que je trouve que c'est quand même vachement en rapport avec ce que tu viens de nous dire. Je pense que mon passé de lectrice m'a permis d'être hyper structurée, de savoir quoi chercher dans un projet, de savoir, par exemple, souvent, hem, heu, moi, j'appréhende mon métier en me disant: «Il faut que je fasse un effort d'imagination». L'auteur, il a une bonne idée là, mais en fait, il l'a pas bien exprimée. Donc, c'est comment moi, je vais aller chercher cette idée, la dégager, la mettre en avant et dire: «C'est ça qui est intéressant dans ce projet» et je pense que mon travail de lectrice m'a permis d'apprendre à filtrer. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils au niveau IA. Je sais qu'avec Maxence, on l'utilise de temps en temps pour illustrer certains de nos dossiers sans en faire trop non plus, parce qu'au début, on en faisait des supra-tartines. Mais est-ce que toi, quand tu reçois un dossier, tu dis: «Ah, ça a été écrit par l'IA» ou «Il y a trop d'IA dans les illustrations» ou est-ce que ça te met un frein ou est-ce que tu le vois comme un outil qui permet, au contraire de développer une certaine créativité? Alors moi, je suis pas du tout de cette école qui est contre. J'ai une passion au même titre que je disais passion microdrama, passion IA. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et qu'aujourd'hui alors moi, je suis pas une méga spécialiste, hein, mais en tout cas, j'ai pas envie d'être larguée. Je pense que les gens, qui prendront le train de l'IA, à un moment, on va vers ça. Donc il faut pas, dire, être à compte.
Après moi, les preuves que j'ai de l'IA aujourd'hui, je m'en sers, voilà, parce que c'est un gain de temps et c'est un outil parfois. Maintenant, il faut savoir la dompter. Je crois vraiment, ce que je vous disais, moi, mon métier, le cœur de mon gagne-pain et c'est la créativité, c'est, faire en sorte d'être dans la suggestion et je suis pas sûre, qu'une IA ait la sensibilité, ou en tout cas, c'est intéressant d'avoir l'IA plus l'être humain qui va être à côté et heu, ça va dans le sens de ce truc du groupe aussi, c'est-à-dire fabriquons ensemble, une œuvre d'art et que pour moi, l'IA est un formidable outil, une formidable opportunité de gagner du temps, parfois, mais pour moi, ça n'enlèvera jamais, la sensibilité, humaine et en fait, on le voit. En tout cas, là où on en est aujourd'hui, que ce soit, même dans la reproduction, d'images animées et tout ça, on le voit. Maintenant, je pense que ça va permettre des choses, extraordinaires en termes d'effets spéciaux, heu, voilà. Mais sur la partie, pour moi, écriture, je suis pas encore pleinement convaincue et en effet, je le vois. Donc j'en ai pas, peur pour l'instant, mais je veux l'utiliser comme un outil, oui. Tu nous as dit en début de podcast, comme quoi tu avais pas mal étudié, tous les livres, type, Maquis, tout ce qui est méthodologie scénariste et cetera. Est-ce que toi, tu t'es déjà essayé à être autrice? Est-ce que tu as eu une envie peut-être de développer ça par le futur ou pas du tout? Ça, c'est une question, peut-être douloureuse, je sais pas Ah. comment le dire. Non, non, c'est pas douloureux. Moi, je viens de cette vie d'actrice, je vous l'ai dit au départ, hem, et je crois que j'ai eu besoin, de mettre de côté, l'artiste qui était en moi pour me mettre au service des artistes. J'adore ce truc-là, j'adore être, l'ambassadrice, j'adore, être, l'élément de suggestion. Hem, mais ouais, parfois, si je suis vraiment honnête, ça me Une titille petite et frustration, oui, je dirais pas le mot frustration, je dirais le mot, hem, un désir que je n'arrive pas pleinement à assumer et à réaliser. J'ai énormément de respect aussi pour le travail des auteurs. J'ai énormément d'admiration, pour l'endurance, qu'implique le travail d'écriture. Est-ce que je serais capable de ça? Moi, je suis quelqu'un qui va très vite. Je sais pas si j'aurai la patience. Mmh. Mais bon, peut-être, je sais pas, un jour. Est-ce que le cast est important au moment du premier contact avec toi? Le cast, ça veut dire Ouais, quoi le le casting envisagé pour la série, est-ce que c'est un vrai plus ou est-ce que c'est une réflexion qui est menée un peu plus loin dans la discussion? Moi, j'ai envie de dire, c'est le projet qui prime. Donc c'est vraiment, voilà, ce qu'on va ressentir du document de vente dont je vous parlais tout à l'heure. Bien sûr, parfois, il y a des projets où il y a des talents qui sont attachés et on va pas dire nous, notre objectif, c'est quand même le marketing aussi. Mmh. Donc avoir quelqu'un qui a envie de porter ce projet, c'est toujours, une étape, de gagner sur la partie casting ensuite. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment le projet qui prime. Donc Hem, je dirais pas que c'est forcément un argument, de vente, massif. Sans parler trop de la ligne éditoriale de TF1, est-ce que toi, il y a un sujet, une thématique que tu aimerais bien voir dans un projet arriver, sur ton bureau? Est-ce qu'il va faire que nos auditeurs vont te harceler de messages avec: «Tu vas recevoir 50 milliards de fois le même projet»? Moi, j'ai hyper envie, j'ai un sujet qui me taraude beaucoup en ce moment, c'est l'usurpation d'identité. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper dans l'air du temps avec, voilà, la technologie et voilà, je trouve que c'est propice, pourquoi pas un thriller. J'ai pas plus d'idées. Cette thématique, Oui. je tourne autour. Je trouve on n'a pas, fait de choses là-dessus, heu et c'est un peu mon truc en ce moment. Mais j'ai des espèces d'obsessions. Là, c'est celle-là. Il y a 1 mois, c'était autre chose. Bon, entre-temps, j'ai signé cette autre chose. Donc voilà, heu, ouais.
C'est pas mal. C'est pas Oui, non, mal. c'est sympa, c'est sympa. À vos On va y crayons, à vos cogiter. ordi. Je vais faire comme au Moyen Âge. Oyez, oyez, braves scénaristes et producteurs et productrices. Mais encore une fois, ça, c'est mon envie. Moi, en fait, comme je vous le disais, je travaille avec des envies, ce besoin de mettre la créativité au cœur de mes réflexions et de mon travail, d'être force de suggestion. C'est ça que j'aime le plus dans mon taf. Après, ça passe par le prisme d'un comité de lecture avec 8 personnes autour de la table. Mon travail, c'est de convaincre. Mais si ça se trouve, la personne à côté de moi, elle va dire: «Non, mais c'est nul comme sujet, l'usurpation d'identité». Donc il y a tout ça à prendre, avec des pincettes. Après, je crois à mon pouvoir de conviction, beaucoup. Et c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que vous soyez 8. Justement, ça se passe quoi? C'est une sorte de majorité ou est-ce qu'il faut vraiment que l'ensemble des conseillers soient OK pour que le projet soit validé? Puis après, vous avez quelqu'un au-dessus de vous, bien évidemment, qui, je pense, vient, trancher, les questions? Alors, comme je vous l'expliquais, les producteurs vont, pitcher au conseiller de programme le projet. Souvent, ils vont, s'adresser au conseiller de programme qui va sans doute avoir la sensibilité la plus proche du projet qu'ils veulent défendre. Donc c'est intéressant de connaître les personnalités autour de la table, et j'invite les producteurs vraiment à aller rencontrer, tous mes petits camarades de jeu parce que c'est comme ça qu'ils pourront aussi créer des affinités électives avec un conseiller en particulier ou en tout cas, de comprendre, quelle peut être la personnalité de l'un à la différence de l'autre et tous les projets ne sont pas nécessairement, valables pour un conseiller, en particulier. Donc ça, c'est un élément important. Après, le projet, en première instance, il est toujours lu par 2 conseillers de programme. Donc ça, c'est aussi intéressant de l'avoir en tête parce que le débat, il se crée d'abord, entre ces 2 conseillers de programme. Quand le projet, est aimé par les 2 conseillers de programme, il est relu au-dessus. On va peut-être pas être 8 à lire, mais voilà, quand même une majorité et si voilà cette instance, la directrice de la fiction va lire au-dessus, et c'est elle qui tranche aussi pour, aller le pitcher, aussi, voilà, aux financiers au-dessus. Pour reprendre l'idée de ma question précédente, quelle est la thématique que vous recevez le plus, à TF1, qui peut-être est, j'ai pas envie de dire passé de Saoule tout le mode, monde. mais Sous ouais, le voilà, qui tunnel. Si, saoule tout le allons-y, monde. allons-y. Il faut Ouais. arrêter, quoi. Alors, est-ce Ouais. que j'ai le droit de dire ça? Je sais pas. Non, je pense qu'on a eu, une grosse période, avec HPI. Ah, tu as eu toutes les difficultés. Ouais. Toutes les possibilités d'avoir un nouvel HPI. On a développé beaucoup, beaucoup de polars bouclés. Qui dit polar bouclé dit mécanique polar, pour du 52 minutes. Donc finalement, on tourne un peu autour des mêmes arènes, on tourne un peu autour des mêmes, caractérisations de personnages. On a reçu énormément de choses, en fait, parce que HPI, c'est sa compétence, qui est mise en avant. C'est le fait qu'elle soit au potentiel intellectuel, mais qu'elle ait aussi, ce côté un peu, justement, borderline et voilà. On a eu des compétences complètement, loufoques. Voilà, donc il y a 2 éléments. C'est des éléments de caractérisation qui sont tirés par les cheveux, que on n'en peut plus que ce soit tiré par les cheveux et deuxièmement, cette mécanique polar bouclée qui, moi, m'a un peu saoulée. At the end of the story. Mmh. Est-ce que pour toi, du coup, un personnage principal, il est forcément hyper traumatisé au début d'un projet? Parce que c'est vrai que, quand tu disais qu'il y avait des écueils dans lesquels on peut tomber, souvent entre, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu, les clés de la voiture, mais il y a toujours tu vois, il y a toujours un trauma comme ça. Parce que je te parle de ça parce que, je vois le retour en tendance un peu internationale des héros, très positifs, très bienveillants et qui portent pas forcément, tu vois, une couche de trauma issue du passé. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je pense qu'il faut pas réfléchir tellement en termes de trauma. Je pense que la dramaturgie, c'est avant toute chose du conflit. Donc c'est mettre le personnage dans une situation conflictuelle et bousculer son ordre établi. C'est-à-dire que, tu peux avoir, en tout cas ses valeurs qui vont être, agitées. Et pour moi, c'est ça qui va être, le sel d'une bonne caractérisation. C'est-à-dire
qu'il soit positif ou qu'il soit habité par des valeurs plus sombres, voilà, c'est Breaking Bad, quoi. C'est le mec qui est gentil prof, voilà, qui apprend qu'il a un cancer, il a un problème d'assurance, bam, il devient un cador de la drogue parce que c'est un prof de chimie. Donc, moi, ce que je vais chercher, c'est pas forcément le monde des bisounours, c'est quel est le potentiel conflictuel dans lequel je vais pouvoir mettre ce personnage. Et sinon, j'y crois pas. Si on reste dans un personnage qui est toujours bienveillant, positif, nanana, ça peut pas marcher. Il y a pas de dramaturgie. Est-ce que tu dirais que justement ce caractère conflictuel, il peut être amené particulièrement pour TF1 avec du high concept ou alors faut vraiment rester dans un truc de character driven avec vraiment l'identification qui est le mot-clé de ce que tu nous as expliqué tout à l'heure pour TF1? Alors, je viens de faire une formation où on m'a dit que le character driven, c'était de la couille. Non, non. Tu viens de tuer Maxence. Voilà. Non, mais je suis Maxence pas est d'accord avec décédé. ça. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'était assez marrant parce que je continue vraiment à me former parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais bon, le character driven, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le postulat de départ, il peut être super high concept, incursion dans le genre aussi maximum, voilà. Ce qui va primer pour TF1, c'est l'enjeu humain qui va être développé derrière. C'est et donc tous les obstacles que va rencontrer le personnage sur sa route, sur sa trajectoire. Si ça c'est du character driven, bah oui, c'est du character driven. Donc voilà. Maintenant, moi c'est la qualité des émotions que va créer l'action en fait que je vais regarder. Il y a aussi un phénomène qui est important, qui est l'IP. Je prends l'exemple de la diffusion de Cat Size. Comment ce projet, il arrive et à quel moment, ça match le fait de prendre un manga japonais, tu vois, des années 80 pour en faire une série familiale, sur France TV, n'importe quoi, sur TF1. Sur TF1, qu'est-ce que c'est que Sur cette TF1, histoire, mais David? Attends, je cite d'autres, je cite Canal, M6, la RTBF, la RTL TVI, hop là. Alors déjà, c'est un très long processus, la signature de Cat Size, parce qu'il y a eu des grosses problématiques de droit. Donc c'est un projet qui s'est inscrit dans le temps, dont on a parlé une première fois. Moi, j'étais même pas là, c'était je pense il y a 10-15 ans même. Donc voilà, donc bref, il y a déjà cette petite graine, et pour moi, ça va exactement dans le sens de ce que je vous disais. En fait, dans Cat Size, oui, il y a le manga, il y a un travail sur la nostalgie parce que, tous les quadras, ils vont se souvenir de nananana, nananana. Bon, le dessin animé, mais au-delà de ça, il y a quoi? L'histoire de 3 sœurs qui veulent faire la lumière sur, la mort de leur père, en tout cas la disparition de leur père. Donc c'est l'enjeu humain dont je vous parle, avec un postulat de base qui est, des cambrioleuses, donc de l'action. Postulat de départ, action, derrière l'enjeu humain. Comprendre ce qui s'est passé pour notre père. Et du coup, faire famille dans l'action pour ces 3 sœurs. Donc c'est exactement la définition que je vous ai donnée du divertissement, du choix, du genre ou du postulat de base de est-ce qu'on part sur un high concept ou pas. Voilà. C'est clair? Oui. Mais du coup, est-ce que pour TF1, l'IP reste quand même un outil, qui rassure, de façon générale quand un projet, vient avec les droits d'une IP en particulier? Alors bien sûr, l'IP peut être, en soi un événement parce que, voilà, quand on voit, Tout le bleu du ciel, par exemple, qui est un unitaire, adapté d'un bouquin de Melissa d'Acosta, qui a cartonné en termes de vente. Donc forcément, le public de Melissa d'Acosta, va avoir envie, voilà. Après, attention, parce qu'il peut être déçu aussi et donc il peut quitter le truc après 30 minutes. Donc c'est toujours un peu un risque, voilà. Mais par nature, l'IP a quand même dès le départ une dimension événementielle. En ce qui concerne Cat Size, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je parlais de nostalgie. On est dans une époque
qui travaille Très beaucoup doudou. sur la nostalgie. Et particulièrement, là, on voit, avec Juste une illusion, les années 80, les années 90. Donc je pense qu'il y a vraiment ce truc-là, quand même, voilà, dans une tendance actuelle. Donc Cat Size joue sur ça. Heu, mais, heu, mais je crois pas tant que ça, en fait, parce qu'on a vachement touché les jeunes aussi. Il y a, un casting jeune et un enjeu de sororité, qui est vraiment le cœur du concept et qui dépasse l'IP, pour moi. Oui. Donc, bien sûr les IP, mais pas les IP coûte que coûte. Je pense par exemple, à une série qui a été une vraie douleur pour moi, parce que je l'aimais énormément, qui est Syndrome E, l'adaptation d'un bouquin de Franck Thiès, qui est voilà, Franck Thiès, c'est par essence, assez froid, assez scientifique. Enfin moi j'adore l'auteur et j'étais hyper contente qu'on adapte ça. Mais typiquement, l'audience a pas été au rendez-vous, alors que c'était une énorme IP. Charcot, c'était plus de 1 million de ventes. Voilà. Et justement, pour rebondir là-dessus, quel est le personnage que tu as préféré voir à l'antenne de TF1 depuis que tu es arrivé sur les 7 dernières années? Un personnage emblématique, un personnage sur lequel tu dis: «Bah, en fait, ça colle complètement à ce Mais que vous vous je». foutez de moi? Morgane Alvaro, c'est évident. Ouais. On fait un bisou à Stéphane Carrier au passage qu'on a reçu dans le podcast qui était venu nous en parler justement. Moi, il y en a une que j'ai vachement aimée, c'est Mademoiselle Holmes, Ouais. que j'ai trouvé, enfin, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une idée qui était géniale et que bon, après les saisons 2, c'est difficile, mais la saison 1 a plutôt bien marché. Et justement, tiens, il y a une Ce vraie qui clé arrive, là-dessus. je peux pas vous en parler, mais on se reparlera une autre fois, mais il y a un personnage que j'adore qui va bientôt arriver. Ah, c'est cool, Ah! c'est cool. Du coup, oui, j'allais dire, c'est un, je vais rebondir sur ce que tu disais, sur les saisons 2 parce que tu parlais du petit peu du fait d'être un petit peu peut-être, lassé de l'intrigue policière bouclée au bout de 6 épisodes et en même temps, les personnages récurrents, comme tu le disais, s'essoufflent parfois en saison 2. Quelle est pour toi l'analyse et ta petite recommandation, médicale pour, remédier au problème? Je crois que ça va dans le sens de la question que vous avez posée tout à l'heure sur la consommation. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, le public, au même titre que moi, j'ai envie d'être surprise dans mes projets que vous allez m'envoyer. Je pense que le public, il est vraiment aujourd'hui confronté à une telle offre que en fait, quand on lui offre une ressucée d'un personnage qu'il a déjà vu, euh, voilà, il y a l'herbe est sans doute plus verte ailleurs et donc je vais aller voir ailleurs. Hem, bon, c'est pas valable tout le temps. Là, on voit Flashback qui quand même a très bien marché aussi, en tout cas en saison 2. Mais je pense qu'il y a cette incursion dans le genre et ce postulat humain, très fort qui fait que, il y a toujours ces petits effets de surprise et en même temps l'ingrédient de nostalgie parce que, c'est un peu retour vers le futur. Donc voilà, faut arriver, pour moi, à surprendre, dans une enveloppe au-delà des personnages. C'est-à-dire que ce n'est pas la caractérisation. Mmh. C'est pour ça, Maxence, je reviens sur la dimension caractère driven. C'est Ouais. aussi, le caractère le personnage ne fait pas tout. J'aimerais parler, de tout ce qui est réadaptation, en l'occurrence, comment TF1 se place aujourd'hui par rapport à ça? Et comment toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc quand je dis réadaptation, c'est des réadaptations françaises de, par exemple, This Is Us ou Red Benson Society que vous avez pu faire sur, la chaîne. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore quelque chose, qui intéresse la chaîne potentiellement d'aller réadapter d'autres projets, qui viennent d'ailleurs? De faire des veilles et vraiment d'avoir ces versions françaises. Est-ce que c'est une bonne idée, une fausse bonne idée? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai adapté, une série que j'ai adorée, Mensonges, Liar. Hem Et en fait, le truc, génial, c'est que ça va hyper vite, en fait, parce que, tu déjà les épisodes fournis, donc voilà. Nous, on n'est pas contre, parce que justement, dans ce souci de rapidité, heu, voilà. Ce qui est génial aussi, c'est réadapter à la société française et réadapter
à la société française avec l'ADN TF1, c'est-à-dire d'envie de sublimation du réel, toujours. Donc c'est un exercice, pour moi, qui fait partie de cette variété, de travail dont on peut, avoir besoin. C'est vrai qu'on va pas partir sur 150 000 formats adaptés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aime la création originale aussi, et que ça va dans la dimension de la surprise et voilà. Il faut que les formats, qu'on adapte, aient eu du succès. Donc ça limite, ça veut dire que tous les formats ne sont pas adaptables, hem et qu'il y ait cette capacité à pouvoir s'inscrire dans la société française, et la société française du prisme vue par le prisme de Ouais. TF1. Donc il y a quand même beaucoup de de choses, qui peuvent être des freins à ce qu'on adapte les formats. Mais oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a un volume de combien d'heures, de production et de diffusion sur TF1 chaque année? En fiction, Ouais. on a, alors les choses sont en train de un peu bouger. C'est compliqué de vous donner des chiffres hyper précis aussi, parce qu'il y a les quotidiennes, et donc ça, j'ai pas forcément toutes les données, mathématiques. Mais en moyenne, on a, 60 cases par an, donc ce qui est beaucoup. Heu, Entre 60 et 70 cases. Voilà. Après, les choses sont en train de bouger un peu, parce qu'il y a une volonté quand même d'économie en ce moment, on va pas se leurrer. Mais en tout cas, traditionnellement, voilà. Après, je peux pas vous dire en comptabilisant les quotidiennes, c'est très compliqué de vous donner des chiffres précis. Mmh. Et justement sur les budgets, parce que c'était la deuxième partie de ma question, avec ces économies, aujourd'hui, elles se réalisent, sur quel type de plan? Aujourd'hui, notre tendance est de dire: «On va faire, moins mais mieux». Donc on va, pas se mentir, on est, comme tous les diffuseurs, parce que c'est la même chose chez France Télé et pas, partout, dans cette perspective d'économie, donc forcément, voilà. Maintenant, on continue à commander vraiment, et moi je suis extrêmement, j'essaye d'être positive. Je pense qu'on vit une crise, majeure, mais que il faut prime à l'imagination, et ça, c'est vraiment le discours que je veux faire entendre. Prime à la créativité, prime à l'imagination, parce que c'est ceux qui vont avoir des projets qui vont surprendre, des projets qui vont être détonnants, des projets qui vont être hyper spectaculaires, hyper événementiels, c'est ceux-là qui s'en sortiront. Donc moi, aujourd'hui, et en tant que concert de programme, c'est l'éclate. C'est-à-dire que de multiplier, des polars bouclés où je vais forcément avoir toujours la même mécanique, comme je vous le disais tout à l'heure, au bout de je le fais, je suis contente. Mmh. Mais c'est vrai que, c'est un exercice dans lequel je peux plus facilement me lasser, parce que c'est un peu toujours la même rengaine. Là où on va avoir une narration, hyper originale, où on peut fabriquer, voilà, des rebondissements à gogo, où on peut être catapulté dans une arène inédite, heu, toute cette dimension suggestion, qui fait le sel de mon travail, va être, beaucoup plus explosive, sur cette typologie de projet. Et donc, il y a vraiment une volonté aujourd'hui de chercher, de travailler à l'événement chez TF1, donc dans toutes les formes que ce soit. J'ai envie de vous dire, il faut qu'on soit surpris. Donc, ça peut être, pourquoi pas de la catastrophe, pourquoi pas de l'aventure. Quelle aventure? J'en sais rien. Mais en tout cas, quelque chose qui soit explosif. Et moi, Mmh. moi ça m'éclate. Et ça me donne hyper envie. Et ça me donne hyper envie d'aller les trouver, ces projets. Est-ce que justement tu nous dis donc depuis tout à l'heure que l'élément de suggestion, c'est une des parties préférées de ton métier. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, où la suggestion du diffuseur a vraiment changé un projet pour le mieux? Je pense bien à des choses, mais c'est difficile de les exprimer parce que je veux Ah pas oui. que non, ce qui est difficile, c'est que encore une fois, c'est une œuvre collaborative, et donc le producteur, il a sa place, les auteurs, ils ont leur place, t enfin, ça va pas changer,
Non, j'ai pas envie de répondre à cette question. Pas de souci. Non, mais voilà, parce que ça irait contre ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a pas il y a pas une suggestion qui a fait bouger les choses. C'est tous ensemble, on a réussi à faire bouger les choses, en fait. Mmh. Et c'est parce que le producteur et parce que les auteurs ont écouté cette suggestion, au même titre que moi, j'ai pu écouter la suggestion d'un auteur et d'un producteur et j'ai été réceptive, que les choses ont bougé. Ouais, Je préfère dire les choses comme ça. c'est mieux. Sur la gestion des cliffhangers, est-ce qu'aujourd'hui elle est toujours liée à l'insertion de pages publicitaires sur la diffusion linéaire? Et aussi, à la fin, si c'est du 52, à la fin du 2e épisode ou du 4e épisode, comment tu gères cette relance, en fait, de l'intrigue? Ou est-ce que tu as des impératifs? Ou est-ce que à un moment, l'histoire se coule et tu peux te permettre de dire: «Tiens, je finis mon épisode» sans qu'il y ait une grosse révélation qui va scotcher tout le monde? Non, non, on a, chez TF1 une culture du cliffhanger, vénère. Il faut qu'il y ait un truc qui soit bam! Mais moi j'adore ça. Ça va dans le sens, pourquoi je crois que je suis quelqu'un qui a vraiment été élevé dans une culture populaire. Moi j'ai fait aussi mes études aux États-Unis, donc j'ai été vraiment biberonnée. Mon amour de la fiction plus que du cinéma, il est né de Lost et voilà. Donc c'est ce culte du rebond, ce culte de la surprise, qui pour moi va de pair avec le divertissement. Et donc pour TF1, pour moi, il faut vraiment avoir ça en tête. Ça fait partie, dans les réunions de lancement, des choses qu'on dit. Un des ingrédients majeurs, c'est la relance. Parce que la pub, mais parce que aujourd'hui le public est hyper volatile et il faut le scotcher à sa chaise, et qu'il ait envie de revenir la semaine d'après. Donc non, il y a pas, enfin, il y a une culture du cliffhanger absolue. Pour revenir à cet accord TF1 plus Netflix, est-ce qu'il y a une envie de création de contenus originaux, fiction, destinés uniquement au digital? Et si oui, à quoi ça ressemble? Alors, je pense que pour l'instant, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Faut déjà voir comment va va se passer ce partenariat avec Netflix, qui est inédit puisque c'est la première fois et la première fois en Europe, que ça se fait. Je peux pas vraiment vous dire, moi je suis pas non plus dans les cœurs de la stratégie, et dans les discussions, voilà. Pour l'instant, notre ligne de conduite et notre ligne de route à nous, c'est de travailler pour le linéaire, toujours et encore pour le linéaire, avec la volonté, de créer du catalogue pour TF1+, de créer du coup du catalogue pour Netflix, aussi. Mais le constat, il est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont directement sur Netflix et qui ne passent plus, par TF1. Donc en fait, le fait d'aller sur TF1, d'amener TF1 sur Netflix, c'est aussi de faire du passage et du transit et de remontrer aux gens, nos programmes. Et donc peut-être un élément vertueux pour faire revenir les gens, aussi, chez TF1. Donc et TF1+, est un streaming gratuit, donc enfin pour une partie. Donc voilà, tout ça, pour l'instant fonctionne à partir du linéaire. Je peux pas vous dire pour la suite. Sur, les diffusions de téléfilms et d'unitaires, quels sont les autres pays où ces diffusions ont une bonne écoute, une bonne réception? Uniquement sur les unitaires? Ou en tout cas sur les projets que tu as pu accompagner, est-ce qu'il y a des pays en particulier qui sont plutôt réceptifs finalement à ce que fait TF1 par rapport à d'autres? Et Heu je vais ouvrir aussi sur le principe de coproduction internationale. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous vous placez? Je crois qu'il y a pas mal de ventes qui sont réalisées en Espagne, en Italie. Donc ça, c'est un peu les 2 pays phares, que j'ai en tête. Après la coproduction internationale, alors déjà, moi, c'est pas du tout ma partie puisqu'il y a un service qui est dédié aux copros internationales chez TF1. Donc moi, je suis vraiment fiction française. Et après le travail de vente à l'inter, c'est le producteur et le distributeur qui le font. Donc finalement, moi, j'ai assez peu d'interface à cet endroit-là. Je suis au courant de mes programmes ont été vendus, enfin ça donne une tendance, c'est-à-dire que ça donne même une tendance d'envie. Le programme a été vachement vendu, ça veut dire qu'il fait envie. Mais moi, ce qui m'importe, c'est mon audience, mon audience TF1. Le reste, enfin, je m'en fous un peu, en fait.
Maintenant, je suis toujours hyper contente quand je sais, que le programme a fait envie à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des envies chez TF1 de reprendre, d'anciennes séries qui ont été des cartons, qui ont été phares, des hits et de revenir avec de nouvelles saisons, plusieurs années après? Je pense par exemple à des Dolmen où il y a eu des discussions, ce genre de choses-là. Où ça se situe? Où on en est? Et qui est un revival qu'on voit beaucoup aux États-Unis aussi, avec des saisons après des dizaines d'années de Scrub, de X-Files et compagnie. Tout à fait. Tellement cool. Là, on fait Zodiac. Donc voilà, après je pense qu'il faut voir comment ça va se passer, mais ouais, en tout cas, il y a eu cette intuition et cette envie. Pourquoi pas, voilà, décliner ça? Pour l'instant, c'est pas, forcément à l'ordre du jour, mais en tout cas, on a Zodiac qui arrive et qui est très cool. J'ai une question sur la représentativité aussi. Aujourd'hui, est-ce que vous avez au niveau de TF1, au niveau de l'engagement, une logique de 50-50 entre les hommes et les femmes, notamment sur, tout ce qui arrive en développement, en écriture, en tournage? Alors nous, oui, bien sûr, on est, extrêmement sublimation du réel, mais aussi capter quand même le pouls de la société, donner à voir, la société dans sa plus grande largesse pour parler au plus large public possible. Ça, ce sont les vraiment les maîtres mots de nos réflexions. Donc ça veut dire, représenter, les identités sexuelles, représenter les genres, représenter la diversité, représenter le handicap. Je pense à un programme comme Toulouse-Lautrec qui était quand même fait avec vraiment, des handicapés, voilà et de aussi de faire, évoluer les mentalités, sur l'écologie aussi. Moi je crois, alors c'est peut-être ma croyance à moi, en fait, aux vertus de la fiction pour faire bouger les comportements. Donc il y a vraiment, cette dynamique, en tout cas dans nos réflexions éditoriales, qui sont totalement intégrées, bien sûr. Qu'est-ce que tu as vu évoluer entre, tes débuts à TF1 en 2019, jusqu'à aujourd'hui? Quelles ont été les grandes étapes d'évolution, de la chaîne en ta présence? Et 2e question, comment tu vois la ligne éditoriale de TF1 évoluer, genre, par exemple, sur les 10 prochaines années? Waouh, ça c'est une question, hyper chaude parce que ça bouge tellement en ce moment. Je crois qu'il y a il y a une constance en tout cas dans la ligne édito, dans cette volonté d'éclectisme. C'est-à-dire de en donner à tous les publics, et à tout moment de l'année. Donc cette variété dont je vous parlais, il y a pas eu de changement. Après, les plateformes, créent aussi un espace concurrentiel depuis, 10 ans, qui fait que, nous, on se remet beaucoup en question et donc on essaye voilà, d'aller dans le sens, enfin de regarder en tout cas ce qu'ils font, pour essayer de pouvoir, être un peu à la page de choses tendances. On a vraiment, des carnets de tendances, voilà, on nous forme à ça. Donc, forcément, on est susceptible, de faire bouger les lignes avec ces tendances aussi. Je pense que, voilà, notre guide, c'est aussi, nos cibles publicitaires, donc répondre à ces cibles publicitaires, dans ces carnets de tendances aussi. Donc les évolutions, elles se font là, mais dans les grandes lignes, les valeurs TF1, restent les valeurs TF1. Je sais pas si vous connaissez les loglines de TF1? Ah, je veux bien les apprendre. Donc jusque-là, c'était partageant des ondes positives. Donc ça vous donne quand même voilà le ça, c'était il y a 10 ans. Après, on a eu inspiré positivement la société et maintenant on a les Français ensemble. Donc ça vous donne cette tendance, notre leitmotiv, c'est vraiment de fédérer et donc pour fédérer, il faut quand même, capter, l'air du temps, tout le temps. Donc les changements pour moi, voilà. Après, qu'est-ce que va devenir TF1 dans 10 ans? J'en sais rien du tout pour le coup. Moi, j'ai plein d'envies en tout cas. Je vais pas les citer là parce que je vais garder mes Oui. petites idées pour moi, mais plein d'idées.
Est-ce que, tout ce que tu nous as exposé aujourd'hui, est-ce que ça oblige TF1 à travailler avec des grands groupes audiovisuels ou est-ce qu'il y a une petite place à des primo, producteurs qui ont jamais produit, par exemple, avec TF1 mais qui t'amènent une pépite? Est-ce que le but, ça va être plutôt de les orienter vers une coproduction avec un gros producteur ou est-ce qu'il y a finalement peut-être une petite part de folie aussi, possible? Et j'oublie pas ta question, je vais y répondre, mais j'ai juste envie de compléter la question juste d'avant. Vas-y. En fait, je pense qu'on est dans un moment, de crise. Pourquoi je ne peux pas dire ce qui va se passer dans 10 ans? On est dans un moment de crise, mais comme je vous l'ai dit, les choses vont s'épurer. On est dans un moment hyper stratégique et un moment qui, pour moi, est extrêmement excitant parce qu'il faut se réinventer et donc en fait, faire partie de ce réacteur, faire partie de ces réflexions, faire partie et en tout cas pouvoir, heu, imaginer, moi m'éclate et le message que j'ai envie de transmettre, aux producteurs, c'est, voilà, il faut être imaginatif, il faut bousculer, il faut, parce que la période l'implique et peut-être que ça ronronnait un peu jusque-là. Donc là, voilà. Pour répondre à ta question, parce que je ne l'ai pas écouté, mais je pense que c'est un message positif et qui est important, voilà, pour vos auditeurs d'entendre aussi, heu et c'est une vraie croyance chez moi, vraiment. Mais c'est vrai, que c'est toujours plus rassurant pour nous de travailler avec des gens avec qui on a, travaillé parce qu'il y a une relation de confiance, qu'on parle quand même de budgets qui sont quand même très importants. Maintenant prime à l'idée, ça va je reboot avec ce que je viens de vous dire. On ne laissera pas jamais passer un concept imparable. Donc que ça vienne d'un petit producteur ou que ça vienne d'un gros producteur ou que ça on fera les mariages qu'il faut si jamais. Et puis, il y a des petits producteurs qui ont commencé et à un moment qui sont devenus des gros producteurs à un moment. Donc il y a pas de règle. Moi, je crois vraiment à cette importance de l'idée, de l'audace, et que en tout cas, nous, on lit tout et que quand on refuse des projets, on appelle et on explique pourquoi on les refuse. Donc tenter, n'est jamais je veux dire, il y a pas de risque. Ouais. Quelle est, la fréquence, des placements de création événementielle, toujours en fiction, hein, chez TF1 et qu'est-ce que tu peux nous dire sur, la priorité, en fait, de l'événementiel, de TF1 par rapport au reste, peut-être? J'ai un peu du mal à comprendre la question. Quelle est l'importance des créations événementielles, dans les contenus originaux, en fait, de TF1, de façon générale par rapport à n'importe quelle, production qui pourrait être proposée, sur la chaîne? Alors je vais être très claire. Aujourd'hui, on ne veut que faire des événements. C'est-à-dire que koh The Voice, Dals, tout doit être événementiel et donc ce qui est parce qu'aujourd'hui, sinon le public il part ailleurs. Donc il faut que dans, chacun des projets, c'est pour ça que je disais on va faire moins mais mieux. Mieux, ça veut dire plus fort, plus spectaculaire, donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire tout est événement, tout doit être événement. Et non, mais c'est ça aussi qui est hyper cool, c'est-à-dire de comment de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un événement. Moi, ça me passionne. Donc voilà, je t'envoie un peu bouler Maxence parce que Mais c'est une réponse Mais elle n'est-ce était pas bien nulle, fait? elle était nulle cette non, non, c'est pas nul, c'est voilà, je pense que j'y réponds par ce truc-là de comment on réfléchit l'événement. Qu'est-ce que c'est l'événement? Je détourne un peu la question. Ouais, Tout doit ça être marche. événement aujourd'hui. Est-ce que c'est lié au fait que ce soit aussi, un unitaire ou une série ou peu importe? Ou est-ce que le côté très événementiel va peut-être venir plutôt d'une série, plutôt que Non, d'un prime non, time? non, Tout le bleu du ciel, adaptation de Melissa d'Acosta, 90 minutes, Netflix qui vient, enfin l'événement il se crée aussi, en marchant, donc non, non, c'est pas aujourd'hui, il faut pas être tiède. Il faut aller vers des trucs qui vont être imparables, qui vont, je parle souvent de l'effet waouh. Il faut que c'est waouh! Voilà. Faut que quand, je mais bien sûr, c'est évident.
Enfin, il y a ce truc-là. Et je pense que c'est important, tu vois, et c'est très, très bien que tu viennes justement nous en parler dans Séquence parce que nous, avec Maxence, on est de l'autre côté. Du coup, on contacte beaucoup de producteurs, on échange avec des producteurs avec qui on travaille et qui, parfois, ont tendance à nous dire: «Attention, faut pas aller faire trop high concept, pas aller trop, loin». Donc moi, je trouve que c'est vraiment pertinent qu'aujourd'hui tu passes ce message-là de dire: «Mais en fait, osez, en fait». Ben, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il faut être dans après, entendons-nous bien. Ce que je vous donne des éléments de langage qui sont partageons des ondes positives, les Français ensemble, le postulat de genre, OK, mais qui soit supplanté par un enjeu humain. Donc, je donne ces ingrédients qui sont des ingrédients TF1 compatibles. Partir sur un projet, d'anticipation, où on va montrer le monde, dans de l'horreur, de 50 ans plus tard, où il y a comment dire? Des canicules constantes. Ça va pas dans le sens du pitch que je vous fais de Mmh. partageons des ondes positives. Enfin, voilà, sublimation du réel. Donc en fait, il faut vraiment écouter ces trucs-là. C'est quoi ces ingrédients-là et comment je les insuffle et les injecte dans mon projet? Voilà, je crois beaucoup à une thématique en ce moment, c'est l'entraide. Le fait que les gens, comme je le disais tout à l'heure sur la choralité du travail de l'écriture d'une série, c'est valable pour toute la société française. C'est-à-dire les gens aujourd'hui, quand il y a un incendie, ils s'entraident. Madame machin, elle va prendre monsieur machin chez elle, voilà, et que les gens, ils ont besoin d'entendre ça, en fait. Ils ont besoin d'entendre des choses qui vont être rassurantes, qui vont les rassurer dans leur quotidien, et que les projets TF1, en fait, l'audace, elle est formelle, elle est mais elle peut être dans le genre, elle peut être dans le format, elle peut être dans la langue, elle peut être mais il faut qu'elle soit là, sinon le Mmh. projet, il va être tiède. On va arriver tout doucement à la fin de cet entretien. En général, on se laisse une dernière petite question entre Maxence et moi. Donc Maxence, est-ce que je te laisse démarrer? Tout à fait. Pour rester un petit peu sur le sujet de l'événementiel, de potentiellement qu'est-ce qui fait l'événementiel, est-ce que, on est toujours un petit peu je sais que TF1 le faisait, il y a pas mal, il y a un certain temps, peut-être encore, peut-être toujours, mais tout ce qui est de l'ordre du fait divers, de l'adaptation de faits divers en fiction? Ah, c'est une bonne question, oui, on l'a fait. C'est vrai que, ça va pas trop dans le sens de la sublimation du réel. C'est ça. C'est calqué au réel. Qu'est-ce que cette histoire va nous apprendre de surcroît, en plus de l'affaire qui a été traitée? Donc j'ai envie de dire, c'est pas notre cœur de, alors pourquoi pas? Moi je rêverais d'un O.J. Simpson, mais j'y crois moins. D'accord. J'y crois moins parce qu'il y a quelque chose de déjà vu, et de déjà vu dans la grande messe du 20h. Mmh. Écoute, moi, j'ai un petit rituel aussi, de fin avant le petit rituel de fin de Maxence. Je me suis noté quelques questions que je vais pas avoir le temps de te poser, donc je vais te les dire et je vais te demander de choisir celle à laquelle tu veux répondre, OK? Ah, et pas mal. Alors, première possibilité, quel est le programme d'une autre chaîne que tu aurais aimé accompagner? Deuxième possibilité, quelle serait ta série rêvée si tu devais reprendre un stylo et prendre une place de scénariste? Et la troisième, est-ce que tu veux parler des accords, entre diffuseur et scénariste et est-ce qu'il faut une option, entre le producteur et le scénariste pour arriver chez TF1? Moi j'ai envie de répondre à la première question. Donc quel est le programme d'une autre chaîne que tu aurais Mmh. rêvé d'accompagner? Ouais, et alors peut-être ça va, vous paraître bizarre, mais c'est Surface qui était sur, France Sur Télé, France 2, ouais. parce que je suis une immense fan d'Olivier Norek et que j'ai eu ce projet entre les mains quand j'étais productrice. Je suis un peu jalouse. Mmh. Et on fait un coucou à Joris Morio que vous pouvez, réécouter, chers auditeurs et chères auditrices, avec qui on a créé la série Les Gardiens qu'on développe, en live sur ce podcast. Et puis je fais un petit bisou aussi à Slimane Baptiste-Béroul, le réalisateur, qui est un copain et qui était effectivement, très, très bonne série. Maxence, les dernières, 3 petites, questions tac au tac, flash flash. Tout à fait, donc 3 petites questions. La première réponse qui te vient en tête. La première, c'est ton film et ou ta série préférée? Waouh, 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 mon film, c'est Chaîne conjugale de Mankiewicz.
Heu et je trouve que le dispositif, il est dingue. Je sais pas si vous voyez ce film, mais je me dis qu'il y aurait un truc à faire en série, voilà. Avec Trop cool. ces 3 femmes, qui reçoivent, une lettre de leur 4e amie qui dit: «Je suis partie avec le mari de l'une d'entre vous» et c'est toute l'enquête et voilà. Mais je trouve qu'il y a un truc à l'heure des réseaux sociaux, je sais pas, ça me Ça donc j'ai titille. fait une réponse de Gascon en disant film et j'ai basculé en série. C'est pas mal. C'est une très bonne réponse, ouais. Le scénario que tu aurais voulu, écrire si jamais, tu te lançais dans l'écriture? Oh putain, j'ai l'impression d'être une vieille dame, mais je vais encore vous parler, c'est un truc de vieux. C'est, Voyage à 2 de Stanley Donen avec Audrey Hepburn et Albert Finney. C'est le plus beau film sur le couple et je trouve que travailler sur le couple en série, hyper intéressant aussi. Je vous donne mes marottes là, je vous donne tout, hein. Ouais. Allons-y, allons-y, c'est une psychanalyse. On se met sur le divan et en plus, on ne prend pas 75 € à la fin de la séance avec Maxence qui est assez, Pas assez mal. Non sympa. mais je suis moderne aussi, hein, mais en tout cas moderniser ces trucs-là, ça m'intéresse. Bah, tiens, tu vas nous prouver que tu es moderne, avec ton dernier coup de cœur, tout format confondu. Si tu sors un film de moins de 1950, là, Non, ça va être étrange. Margot Got Money Problem. Ah, Vous avez vu? Mais attends, c'est je sur l'ai la liste. C'est hyper bien. Et la Fanny et Michelle Pfeiffer qui est amazing. Elle En est vrai, d'une trop bien, beauté, trop bien. non, c'est du 26 minutes, c'est Ouais. hyper bien, hyper bien. Voilà, attends, je suis plus qu'à la page là. Là, pour le carrément, coup, carrément. tu fais Vous pas avouez, mieux. je vous ai cueilli, j'ai vu. Putain, elle parle beaucoup. Exactement. Non, mais c'est sur Apple. Apple, c'est vachement bien. Je crois que c'est sur Apple, ouais, carrément. Ouais. Solène, un grand merci d'avoir passé, ce temps avec nous, Bah, avec merci nos à vous, auditeurs et nos merci. auditrices. Je me suis éclatée, en tout cas, à répondre à vos questions. Merci beaucoup et merci de votre écoute. Et puis, bah, moi, je vais continuer à écouter le podcast avec beaucoup, beaucoup d'envie et d'appétit. Eh ben, écoute, merci, Super. merci énormément, et puis je le redis encore, c'est très important effectivement d'avoir, justement, ce type de parole et d'intervention pour, voilà, parce que beaucoup de nos auditeurs, nos auditrices sont des producteurs, des productrices, des auteurs avec un point E au bout. Avant de se quitter, n'oubliez pas que tous les mercredis, tous les 15 jours, c'est la nouvelle sortie de l'épisode de Séquence, que nous ne vous abandonnerons pas sur l'été comme l'année dernière, puisque nous aurons notre petite série d'été. Donc comme je disais en préambule, nous allons, nous creuser un petit peu l'esprit avec Maxence. Alors je pense qu'au moment où on diffusera cet épisode, nous aurons déjà entamé les enregistrements, mais voilà, on se laisse encore la possibilité de vous surprendre encore cet été. Merci encore à tous et n'oubliez pas de nous mettre les 5 petites étoiles et n'hésitez pas si vous voulez commenter, partager, c'est toujours avec grand plaisir. Merci Solène, merci Maxence. Merci à tous. Salut, merci beaucoup.